À quoi joue la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? À quoi riment ces sanctions incessantes et infructueuses? Nous en sommes à plus d'un an pour certains pays du déclenchement des crises de gouvernance dans le Sahel, des désordres ayant entraîné des pushs militaires en cascade. Pourtant, on a le sentiment justifié que la situation empire. Voilà un énième sommet extraordinaire de chefs d'État où sont présents 6 présidents sur 12 que compte la CEDEAO, où l'on sort avec un chapelet de menaces et de sanctions, des résolutions infructueuses. À aucun moment, on ne constate une avancée. Jusque quand allons-nous continuer ainsi? Ce qui ressort malheureusement de ce sommet d'Accra, et qui conforte la conception populaire de plus en plus sceptique vis-à-vis d'elle, c'est le sentiment que la CEDEAO est pilotée par Paris et l'Union européenne. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ces propos étaient tenus 5 jours plus tôt seulement, et là s'accomplit la prophétie, pour ne pas dire l'instruction. Il est décidé d'un sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEDEAO sur la crise dans le Sahel. Et on en sort avec les sanctions que l'on connaît. Un durcissement. Cette fois-ci, comme si cela ne suffisait pas, probablement pour ne plus être taxé de 2 poids 2 mesures, on y a rajouté le Burkina Faso et la Guinée. Tiens. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Il faut noter au passage que la principale crispation, celle qui a exacerbé la colère des chefs d'État de la sous-région, c'est l'absence du président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui n'a pas honoré la convocation qui lui était faite d'être présent personnellement. Les dirigeants de la CEDEAO ayant rejeté la proposition de l'homme fort du Mali qui souhaitait participer à ce sommet par Zoom. Pourquoi ce refus? Pourquoi n'a-t-il pas souhaité s'y rendre? Cela traduit le climat de confiance qui règne dans cette organisation sous-régionale. Dans le même temps, pourquoi les dirigeants de la CEDEAO, si la démarche est celle de l'apaisement, n'ont-ils pas accepté le principe d'une participation par vidéoconférence, comme on le fait régulièrement un peu partout dans le monde depuis le déclenchement de la Covid-19? C'est d'ailleurs devenu plus régulier et plus économique les sommets par vidéoconférence. Alors comment expliquer ce refus autrement que par une tension latente vis-à-vis des autorités de Bamako? Sa participation aurait peut-être un peu calmé les esprits des uns et des autres, et les échanges auraient été aussi interactifs que s'il était dans la même salle. Lorsque l'on assiste à tous ces errements, à toutes ces décisions qui n'arrangent personne, qui ressemblent par moments à des choix guidés ou à la volonté de mettre dans le coin, d'humilier certains, on se dit que la diplomatie africaine est en net recul. On a souvent évoqué le sens de la négociation, de la palabre africaine jusque-là. On a beaucoup fantasmé sur les vertus de la diplomatie souterraine, celle qui se fait à la tombée de la nuit autour d'un plat de poisson grillé, de tigadigen ou de choukouya entre frères. Celle qui se fait discrètement avec des émissaires secrets venus incognito pour trouver une solution. Elle semble avoir laissé place à l'invective, à la force, à l'ego. Un peu comme s'il fallait montrer aux yeux du monde que le continent s'est inscrit dans la modernité. Mais quelle modernité si au final il n'y a pas de résultat? Lorsque l'on regarde le résultat, il est mauvais, mais vraiment mauvais. On en arrive à regretter ce que l'on a appelé les dictateurs, les pères fondateurs, qui finissaient toujours par trouver des arrangements, même boiteux. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un grand procès? On a le sentiment qu'avec la disparition des grands dirigeants de la période d'après-indépendance, est morte la tradition de la négociation en Afrique noire. Je me souviens d'un président Gnassingbé Eyadema du Togo prenant à son compte la crise de gouvernance qui secouait le Zaïre du maréchal Mobutu Sese Seko vieillissant. Il en faisait une affaire très personnelle, s'impliquait directement, se rendait secrètement sur place pour discuter avec les protagonistes lorsque les émissaires n'obtenaient pas de résultats. Je me souviens le rôle particulièrement actif du président Omar Bongo Ondimba dans l'opposition entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba dans les années 1997-98. On parlait d'abord entre frères. Je me souviens d'un Omar Bongo Ondimba en 1989 accueillant
Nuitamment, s'il vous plaît, le président Frédéric de Klerk d'Afrique du Sud, arrivé secrètement à bord d'un avion avec immatriculation masquée pour discuter dans cette pièce des conditions de la libération du prisonnier le plus célèbre de tous les temps, Nelson Mandela. Tout se passait à huis clos et on ne médiatisait que les résultats finaux. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au salon, on regardait la télévision et dit, bon, il y a des gens qui vont venir. Et vers 1h du matin, j'ai vu un convoi, les voitures, il avait envoyé les voitures attendre, on a amené des Blancs. Beaucoup de Blancs, ils sont venus à la table derrière moi et c'était les pourparlers. Ils parlaient une fois, on part. Une autre fois, il dit, on va à Franceville, c'est la même chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ce sont les gens qui viennent pour que je discute pour Mandela. Et les avions venaient toujours à 2h du matin et ça partait à 4h. Si c'est minuit, ça partait à 2h du matin. Et parfois, un jour, on est parti les accompagner. Ce sont des avions tout blancs. Il n'y a pas d'immatriculation. Et ça atterrissait, après ça partait. Donc, il m'a dit c'était ici qu'il était en train de négocier avec les gens de l'Afrique du Sud pour Mandela. À cette période, on croyait en la force de la médiation et de la négociation. Tout n'était pas que sanctions. Pas besoin de montrer les muscles. Aujourd'hui, sous injonction des grandes nations du Nord, on passe tout de suite à la vitesse supérieure. Le Mali sanctionné, fermeture des frontières, fermeture des comptes à l'international, gel des avoirs des autorités aux affaires, quand bien même on sait qu'elles n'ont rien à l'étranger. Bref, la totale. En espérant asphyxier le régime, plus d'1 mois et demi après, aucun résultat. Les antagonismes sont encore plus exacerbés qu'au début. La solution des sanctions a largement montré ses limites. Et les théoriciens de cette option du tout sanction en ont pour leur compte aujourd'hui lorsque l'on regarde ce qui se passe dans la guerre en Ukraine. Les plus pénalisés ne sont pas russes. Loin s'en faut. Il ne vous aura pas échappé que toutes ces grandes nations continuent de commercer avec la Russie. Bien que l'on égrène sur l'ensemble des médias de la planète le chapelet des sanctions contre la Russie, les nations européennes, qui au sein de l'OTAN adoptent ces mesures, continuent de commercer avec la Russie. Chaque jour, ils envoient en Russie 750 millions d'euros en raison de leur dépendance énergétique. 40% du gaz et 30% du pétrole européen viennent de Russie. En attendant de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, c'est elle finalement qui finance en partie la guerre contre l'Ukraine. Et même les grandes firmes occidentales sur place ne respectent pas aussi vite les sanctions que certaines institutions financières ouest-africaines au Mali. Elles dénoncent même l'incongruité et l'hypocrisie de ces mesures et font de la résistance. On ne peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce sans savoir quelles sont les conséquences de ces décisions. La France aujourd'hui importe à peu près 30% de son diesel vient de Russie. Il faut donc trouver des substituts. Nous, gouvernement européen, à ce stade, nous n'avons pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que nous en avons besoin. Pourquoi voulez-vous que moi, Total Energy, je décide d'arrêter le gaz russe alors que je ne sais pas le remplacer, celui-là? Au passage, tout le monde m'a dit vos concurrents anglo-saxons s'en vont. J'aimerais bien que les journalistes français, vérifient s'ils sont vraiment partis. Pourquoi ? Personne n'est parti. Personne n'est parti. Mes concurrents continuent à prendre le gaz russe. Donc, pour qu'on soit bien clair, voilà. vous n'allez pas quitter complètement la Russie. Non, et je vais pas le faire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai personne en Russie, contrairement à ce qui est dit. Je n'ai pas d'opération en Russie. Ce que j'ai en Russie, c'est qu'on a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et c'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines, elles vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce qu'aujourd'hui, pour zéro. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut acheter ces usines. Malgré les sanctions, vous voyez bien que certaines entreprises sont restées sur place. Et que le réalisme prend le dessus sur le dogmatisme. Et puis quoi encore? Non mais je veux dire, Monsieur Zelensky vient, il cite comme ça une liste d'entreprises françaises qu'il n'a fait dans aucun autre pays avec les entreprises nationales. Hein. Et il nous dit, vous devez partir de Russie. Et vous, Français d'ailleurs, vous devez boycotter ces entreprises françaises, vos entreprises, et on devrait obéir. Je veux dire, on devrait se tirer une balle dans la tête en fait. Parce que derrière, ça veut dire quand même des ouvriers, des salariés, des ingénieurs français mis au chômage. Et on croit que c'est en fermant Leroy Merlin, un vendeur de clous, de pots de peinture et de planches, qu'on va régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On est fou ou... Alors j'ai vu que Renault s'est exécuté. Son deuxième marché mondial. C'est un point de vue moral non, qui est proposé, vous le savez bien.
Alors pas ça, s'il vous plaît, parce que s'il y a un point de vue moral, on va pas à la Coupe du Monde de Qatar en novembre prochain, hein, où il y a eu 6500 morts sur les chantiers. On va pas du tout commercer avec l'Arabie Saoudite qui a fait 377 000 morts selon l'ONU au Yémen par des bombardements depuis des années, donc personne ne parle, donc tout le monde se fout. Non, si on est sur un point de vue moral, on commerce plus avec la Chine, donc faut arrêter le délire. Non, là, on est dans des exigences qui sont disproportionnées de M. Zelensky, qui n'est pas loyal. Nous avons accueilli des réfugiés ukrainiens. Nous lui envoyons même des armes. Moi, je suis contre. Hein. On lui envoie de l'aide humanitaire. Ça, je suis pour. Et en contrepartie, on se prend des insultes. Nos entreprises qui sont stigmatisées, ce qu'il ne fait avec aucun autre pays. Mais c'est quoi la prochaine étape ? Il va demander un virement sur ses comptes offshore qui ont été révélés par les Pandora Papers. C'est ça, M. Zelensky, la prochaine étape ? Ce qui est étonnant en discutant avec quelques dirigeants, quelques chefs d'État de la CEDEAO, qui m'ont fait l'honneur d'en parler avec moi en off, c'est le fait qu'ils partagent l'avis que ces sanctions contre le Mali ne résolvent rien pour l'instant, qu'elles sont iniques et ne font que pénaliser les populations. Ils sont également d'accord sur le fait que les élections dans les conditions actuelles ne résoudront rien. Mais qu'est-ce qui les amène à voter malgré tout en faveur du maintien des sanctions? C'est une question qui fatalement amène à s'interroger sur leur indépendance. Comment peuvent-ils, pour certains, penser une chose et voter pour son contraire, tout en sachant qu'ils vont avoir contre eux leur opinion publique? Seul Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui sur ce point dans le Panafricain Jeune Afrique rend public l'opinion de son président, aura eu le courage d'exprimer un point de vue dissonant en parlant de la vacuité des élections au Mali dans l'état actuel des choses et qui mentionne l'urgence d'aider le président Assimi Goïta, qu'il dit ouvert au dialogue et soucieux de trouver un accord avec la CEDEAO sur un délai de transition. Des propos que le président de la transition m'avait exprimés lors de l'audience qu'il m'a accordée à Koulouba, la présidence malienne. Ils veulent eux aussi en sortir, mais pas pour que cela recommence aussitôt qu'ils sont partis. Pas pour laisser que l'on continue de laisser faire la guerre par les autres à leur manière et de façon inefficace. Peut-être faudrait-il que ces dirigeants de la région, qui semblent vraiment par moments hors sol, au moins sur cette question, comprennent bien que dans cette affaire, il s'agit de leur pays d'abord, des intérêts de leur peuple d'abord, de la sauvegarde de leur région d'abord. Ils n'en ont pas une autre. Personne mieux qu'eux ne peut négocier, organiser le retour de la paix avec les méthodes appropriées aux réalités locales. Souvenez-vous, dans l'affaire des sanctions contre la Russie, chacun a d'abord veillé dans le monde à préserver ses intérêts. D'abord, c'est la règle. पाकिस्तान 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी हमारी जंग में, आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, आपके सामने क्या है? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। L'Occident qui fait pression pour le vote des sanctions contre la Russie se retrouve bien seul sur ce coup-là. Même ses alliés traditionnels ont refusé de suivre les injonctions de l'OTAN. Qui a pris des sanctions contre la Russie? Eh bien, il n'y a personne à part l'Occident. Le fameux professeur Walter Russell Mead le résume dans le Wall Street Journal. Il dit l'Occident n'a jamais été aussi étroitement aligné et il a rarement été plus seul. Souvenez-vous des BRICS au début des années 2000, c'est comme ça qu'on appelait ces 5 grands pays émergents. Outre la Russie, il y a le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Eh bien, pas un seul de ces pays ne lève aujourd'hui le petit doigt contre la Russie et on parle quand même de 40% de la population mondiale. Le B, c'est pour le Brésil. Jair Bolsonaro n'a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine et quelques jours avant le début de la guerre, à Moscou, eh bien, il lui témoignait sa proximité, sa solidarité et aujourd'hui, sa ligne, elle est très claire, préserver les intérêts économiques du Brésil, notamment dans le secteur de l'agriculture. Écoutez-le. O Brasil é uma potência
em especial no agronegócio. Existe mútuo interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Au-delà du Brésil, tout le continent sud-américain est sur la même position. Pas de sanctions, y compris l'Argentine et le Chili. L'Inde aussi, parce que c'est le I de BRICS. Non seulement l'Inde ne veut pas condamner la Russie, mais elle n'a pas non plus pris de sanctions. En fait, l'Inde n'a aucun intérêt à froisser la Russie. 65 à 85% de son arsenal militaire est d'importation russe. Idem pour la Chine. On en a souvent parlé. La Chine qui est le premier partenaire commercial de la Russie. L'Afrique du Sud, historiquement neutre en matière de diplomatie, d'où la surprise quand au premier jour de l'invasion russe, le ministère des Affaires étrangères appelle la Russie, je cite, à retirer immédiatement ses forces d'Ukraine. Surprise, suivie d'un malaise et d'un rétropédalage quelques jours plus tard. L'Afrique du Sud ne vote finalement pas la résolution à l'ONU et n'entend prendre aucune sanction contre la Russie. L'Asie, c'est 48 pays et seulement 2 s'associent aux sanctions internationales contre la Russie. Il y a le Japon et la Corée du Sud et il y a aussi le territoire de Taïwan. Et puis, plus près de chez nous, ce qui est frappant, c'est que les très proches alliés des États-Unis que sont Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ils n'envisagent pas non plus d'appliquer des sanctions. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont un autre agenda. Leur priorité, c'est de limiter l'influence de l'Iran. Et pour cela, évidemment, ils ont besoin de l'appui russe. Certains ont d'autres motivations. Dubaï, notamment, paradis pour les milliardaires, n'entend pas du tout renoncer à l'accueil des Russes fortunés, alors même qu'on le sait, les Occidentaux expulsent certains oligarques. Dubaï, au contraire, maintient ses liaisons aériennes et donc, effet immédiat, plus 30 à 35% de Russes à Dubaï en un mois. Et puis, dernier tour d'horizon, il y a l'Afrique, 54 pays et pas un seul ne prend de sanctions contre la Russie, ni même d'ailleurs ne s'associe à ce qui a été décidé par l'Occident. C'est clair, malgré l'impressionnante campagne médiatique en cours, l'Occident sur ce coup est bien isolé. C'est les Noirs qui punissent les Noirs pour faire plaisir aux Blancs. Aucun Blanc ne punira un Blanc pour faire plaisir à un Noir. Les Européens sont unis, soudés comme un seul homme derrière l'Ukraine. Je suis d'accord, ils sont blancs. Ils l'ont dit que les Ukrainiens, ils ont les yeux bleus, les cheveux blonds. Hitler ne disait pas pire. Les sanctions de la CEDEAO, imposées parfois au mépris des règles qu'ils ont eux-mêmes édictées, s'avèrent particulièrement inefficaces et contre-productives pour les populations, à la fois du Mali, mais également de tous les pays de la sous-région. Elles ne pénalisent pas les autorités maliennes qui ne sont pas dans l'immédiat besoin et qui n'ont pas d'avoir à l'étranger. Elles sanctionnent surtout les populations des pays concernés et des territoires voisins. Le Sénégalais, l'Ivoirien, le Mauritanien sont au moins autant pénalisés par ces sanctions que le Malien ou le Burkinabé. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec la Russie. Le monde entier est pénalisé et la Russie a désormais diversifié ses partenaires. Le Mali n'a peut-être pas les mêmes atouts que la Russie pour le moment, mais il a désormais choisi d'évacuer son pétrole, son or et son coton par la Mauritanie, au détriment du port de Dakar. Il faut dire que les grands perdants dans cette guerre de sanctions, c'est le Sénégal, qui est le premier importateur africain du Mali. Il y importe le ciment, les hydrocarbures, les autres graines et fruits oléagineux. Ce qui fait que l'axe Dakar-Bamako représente plus de 67% des produits intra-africains qui arrivent au Mali, contre un peu plus de 18% pour la Côte d'Ivoire. Mais les pays souffrent. Allez demander aux producteurs de bananes en Côte d'Ivoire ce qu'est leur vie depuis qu'on a fermé la frontière avec le Mali. Lorsque l'instance judiciaire de l'UEMOA suspend selon le droit les sanctions imposées au Mali, comment la CEDEAO peut-elle s'obstiner dans la même voie? Celle de ne pas respecter cette décision de justice, d'ignorer les décisions qui s'imposent à elle. Miser sur l'asphyxie du gouvernement malien pour reprendre la main, n'est-ce pas suicidaire? N'est-ce pas prendre le risque de redonner la main aux djihadistes que tout le monde combat? N'est-ce pas miser sur le chaos en somme? Peut-être le moment est-il venu de reprendre la palabre africaine pour en finir. Il est évident que cette instabilité au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, ce n'est pas que la faute des militaires. Le malaise vient d'ailleurs et il est profond. Et ce n'est pas à coup de sanctions et de menaces que l'on va le soigner. Non. Attention, ceci n'est pas un blanc-seing pour la soldatesque qui s'est installée aux affaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Non, non. Les officiers supérieurs qui aujourd'hui ont pris les destinées de ces pays en main
doivent comprendre qu'il s'agit d'abord et entièrement d'une transition. Elle ne saurait représenter un mandat, non. Même si l'on peut comprendre en partie leur désir de remettre de l'ordre dans la maison, si l'on peut comprendre leur désir de réorganiser afin que le chaos ne recommence pas dans quelques mois, cela ne leur donne pas le droit de s'éterniser aux affaires. Les propositions de période de transition doivent être raisonnables. Elles ne sauraient être le temps d'un mandat entier. Ce n'est pas possible. En acceptant des propositions déraisonnables, on ouvre la porte à d'autres coups d'État fantaisistes. C'est un appel d'air que la population ne peut accepter. Il faut savoir que le soutien dont jouissent les différentes autorités militaires aux affaires se justifie par la volonté des populations de remettre de l'ordre une bonne fois pour toutes, d'en finir avec la mauvaise gouvernance et d'établir des règles claires pour la suite. Mais il faut le faire vite et bien, au risque de perdre ce soutien populaire qui est assez fragile. Les Maliens ne veulent plus de dirigeants corrompus aux ordres. Les Maliens veulent en finir avec la guerre dans leur territoire. Il en est de même au Burkina Faso et en Guinée. Aux autorités de transition de créer rapidement un cadre et de se retirer. Elles ne sont pas venues pour gérer le pays. Elles sont venues pour réorganiser une gestion saine et efficace du pays. Il ne faut pas qu'elles se trompent sur leur mission, sinon elles en paieraient le prix cher. À eux donc d'être raisonnables et plus souples. Et c'est sûr, elles rentreront dans l'histoire comme celles qui ont assaini la gouvernance dans leur pays. De façon globale, le monde entier entre dans une phase de bouleversement profond. Les paradigmes changent et la domination occidentale est mise à rude épreuve. L'Occident ne s'est jamais senti aussi seul, aussi isolé, aussi malmené. En prenant des décisions trop souvent orgueilleuses, trop souvent impérialistes, elle s'est tirée une balle dans le pied. Pour preuve, cette remise en cause de ses fondamentaux, de ses éléments de pouvoir et de pression. Le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1. C'est la fin du pétrodollar, 2. C'est la fin de la politique de Kissinger, 3. C'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Personne ne l'a dit. C'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Le jour où la monnaie américaine redevienne monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. Non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exactement. Bon. Mais dans leur constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine qu'ils peuvent... Le jour où ils répudient leur dette, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles. C'est le moment, l'opportunité pour l'Afrique qui, sur ce coup, a eu un peu de courage de prendre sa liberté, de ne pas voter les sanctions contre la Russie de façon mécanique, de bien monnayer son poids diplomatique et économique. C'est le moment où, profitant du fait que le geôlier est distrait, le prisonnier s'évade et prend son destin en main. Mais cela passe par une prise de conscience des dirigeants qui ne peuvent pas, comme leurs prédécesseurs, moins instruits, moins au fait, expliquer leur couardise et leur soumission par l'ignorance. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France.
On aurait pu comprendre qu'un David Tako en Centrafrique, un Liomba au Gabon en 1960, puisse tenir de tels propos. On peut comprendre qu'un Félix Houphouët-Boigny, un Albert Bernard Bongo, un Amadou Ahidjo se soient sentis tenus et eu des chaînes parce que leur sort était lié aux humeurs du général de Gaulle. Mais les chefs d'État actuels, plus instruits, plus ouverts sur le monde, ne peuvent pas continuer d'attendre des injonctions d'ailleurs. Ils ne peuvent plus ignorer leurs opinions publiques qui grondent et qui peuvent descendre dans la rue pour les faire partir. Ils ne doivent pas manquer l'opportunité que leur offre cette crise de gouvernance planétaire, cette redistribution des cartes mondiales où l'on remet même en cause les principes que l'on croyait intouchables, comme la valeur du dollar. C'est l'occasion d'en finir avec le syndrome de Stockholm que décrivait déjà Cheikh Anta Diop. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. L'heure est à l'unité, au renforcement de l'intégration continentale. On ne peut pas s'offrir le luxe de la division. Et si le Sahel profitait de la guerre en Ukraine pour redessiner sa carte géostratégique, pour redéfinir sa stratégie de lutte contre les djihadistes, en combattant en Ukraine avec des soldats hétéroclites venus de partout, enrôlés par communiqué sur le net, on a peut-être mis un terme à l'hypocrisie sur la question du rôle des mercenaires dans les guerres. On a peut-être clos le débat sur Wagner et ses affidés. On a peut-être fait comprendre aux autres que lorsque la patrie est en danger, tout allié qui est capable de la sauver est la bienvenue. Les grandes théories sur les armées conventionnelles viennent de voler en éclats avec les appels à candidature observés dans la guerre en Ukraine. Maintenant, aux dirigeants africains de tous bords de comprendre que le moment est venu de sortir du dogme, des règles, des principes à géométrie variable pour se souder afin de prendre le dessus sur les obscurantistes qui perturbent la région du Sahel. Et ça ne peut se faire qu'unis, avec des soldats africains déterminés. Et surtout, souvenez-vous, un danger plus important que les djihadistes menace ces pays du Sahel, l'insécurité alimentaire. La famine qui menace plus de 30 millions de personnes selon le programme alimentaire mondial. Des personnes qui risquent de mourir en raison de tergiversations des politiques, qui risquent de périr dans des conditions plus inhumaines pendant que l'on glose, l'on disserte, que l'on tergiverse. Ce n'est pas divisé que l'on va y faire face, non. Ce n'est pas en fermant les frontières que l'on va sauver ces populations. Au contraire, ces sanctions et ces fermetures des frontières doivent rapidement trouver une solution, au risque de provoquer une véritable tragédie. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Le grand danger, il est là. Et c'est cela la priorité. Et c'est de cela qu'il s'agit, pour paraphraser quelqu'un. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube, Alain Foucault Officiel, qui connaît un développement remarquable. Pensez à liker si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà plus de 300 000 abonnés en moins de 15 mois. Par ailleurs, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Twitter, Alain Foka 2005, qui attend toujours la certification. Sur ma page Facebook, Alain Foka 2005. Sur mon compte TikTok et Instagram. Surtout, méfiez-vous des faux comptes à mon nom qui continuent de circuler. Méfiez-vous également de certaines chroniques radio de quelques confrères que certains m'attribuent à tort. Probablement à raison de l'intonation. Quelques-unes se sont multipliées ces dernières semaines et je suis assailli de réactions de toutes sortes. Rassurez-vous, je ne fais pas de chronique radio pour l'instant. Et mon seul espace d'expression audiovisuelle est celui-ci. Tout autre n'est que ressemblance ou parodie.